beaucoup en parlant de gestion. La gestion nous amène à faire des choix éclairés pour rendre la société, sinon l'entreprise performante. Il n'y a pas que les ressources financières qui sont importantes dans la gestion d'une entreprise, il y a surtout les hommes, puisque les hommes sont censés gérer la manne financière. Comment organiser ces hommes-là pour les rendre performants au profit de l'entreprise? Comment le gestionnaire des ressources humaines peut articuler des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes, pour en faire une équipe compétitive? C'est là l'objet de la gestion administrative du personnel. Nous avons également parlé de l'entrée du personnel, de l'entrée des salariés de l'entreprise. Et cette entrée-là se fait par un contrat de travail qui peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Et évidemment, qui peut aussi être précédé d'un engagement à l'essai. Bonsoir. Allô? Oui, allô, madame. Bonsoir. Le mardi, nous avons entamé le cours sur la gestion administrative du personnel. Et évidemment, nous avons parlé de plein de choses, de beaucoup de choses intéressantes concernant la gestion du personnel. Comme je le disais tantôt, une entreprise regorge beaucoup de personnes de plusieurs niveaux de qualification, des diplômés comme des non-diplômés, des femmes, des hommes, des personnes âgées et des personnes jeunes. Donc comment le gestionnaire de l'entreprise va mettre en œuvre sa politique, bien ses process, pour pouvoir rendre la société très compétitive, sans oublier qu'il y a aussi la concurrence au niveau des différentes entreprises. Mais l'entrée dans une entreprise commence forcément par un contrat de travail, comme je le disais tantôt. Et ce contrat-là peut être à durée déterminée, tout comme à durée non déterminée. Ça dépendra de ce que l'entreprise propose à la nouvelle recrue. Qu'il soit à durée indéterminée ou non déterminée, il peut être précédé d'une période d'essai. Voilà, ça dépendra de l'entreprise, d'une période d'essai à l'effet d'évaluer les aptitudes et les connaissances des salariés. Voilà, et à l'issue de l'essai, si le contrat est concluant, l'entreprise peut véritablement conclure son contrat de travail. Il y a aussi, on a parlé aussi de la fiche de paye, du salaire et ses accessoires. Le salaire et ses accessoires, c'est-à-dire tout ce que vous savez comme primes de gratification, les primes de rendement, les primes de technicité, les heures supplémentaires, aussi les primes d'outillage qui peuvent venir s'agréver au salaire de base que le salarié obtiendra chaque fin de mois, si c'est un contrat rémunéré au mois, chaque fin de semaine, si c'est un contrat rémunéré à la semaine ou à la quinzaine. Donc, le paiement peut se faire de façon périodique, c'est-à-dire tous les mois, ou encore, évidemment, toutes les 2 semaines. Et le lieu du paiement de cette somme-là, de ce salaire, est de préférence l'entreprise, comme dit la loi. Mais la loi interdit que le paiement du salaire se fasse dans un débit de boisson. Ensuite, le salaire est payé au plus tard, évidemment, le 8 du mois qui précède le mois échu, évidemment payé en francs CFA, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire. Le rôle du bulletin de salaire. Le bulletin de salaire fait preuve du paiement du salaire. C'est la preuve que le salaire a été payé. Donc, le bulletin de salaire contient des notions obligatoires ici, comme la dénomination sociale et l'adresse de l'employeur, le numéro matricule de l'employeur, nom et prénom du salarié évidemment, sa profession, son emploi, sa catégorie socio-professionnelle et les accessoires éventuellement, sans compter les cotisations sociales et fiscales. Ici, nous avons vu
Ici, c'est un exemplaire de bulletin de salaire. Je dis bien un exemplaire. Voilà, les entreprises ont en leur sein des prototypes propres à elles. Donc, on ne peut pas faire débat là-dessus. Mais la loi, ici, donne les éléments qui doivent figurer dans un bulletin de salaire. Et ce bulletin de salaire-là doit être remis à tous les salariés, puisque c'est la preuve que le paiement a été fait. La preuve que le paiement a été fait et que l'entreprise a respecté ses engagements vis-à-vis de l'État en payant les impôts sur salaire et vis-à-vis également de la CNPS par rapport aux retenues sociales. Voilà. Bien, nous allons voir les missions de la gestion administrative du personnel. Ces missions-là sont multiples au regard de la qualité du travail accompli, mais aussi au regard de la qualité des personnes qui constituent le personnel. Mais le service RH est un partenaire stratégique du business. Pourquoi? Parce que sa mission principale, c'est de créer de la valeur grâce aux collaborateurs compétents. Puisque l'entreprise recrute des diplômés, l'entreprise recrute des talents. Donc, sa mission ici consiste à administrer au quotidien, ce quotidien de manière efficace, c'est-à-dire payer, administrer, répondre aux obligations légales, puisqu'une entreprise évolue dans un environnement légal. Donc, ce travail fait partie intégrante de la gestion des ressources humaines. La gestion du personnel et du temps. La gestion du personnel déjà. Donc, celle-ci commence dès l'intégration du salarié dans l'entreprise et se termine lors de son départ. Le départ du salarié de l'entreprise peut se faire de 4 façons, soit par la démission qui résulte de la volonté du salarié, soit le licenciement, qui est l'œuvre de l'employeur, soit du départ volontaire, voilà, ou bien de la retraite, qui est aussi dû pour des raisons légales, puisque c'est la loi qui définit l'âge de la retraite, mais aussi malheureusement par le décès. Donc, de son entrée à l'entreprise jusqu'à sa sortie, le salarié est pris en compte par le service administratif du personnel. Donc, la gestion administrative concerne une grande partie du quotidien du salarié. Tout d'abord, l'administration du personnel doit s'occuper de la gestion des contrats de travail avec la signature de ceux-ci. Évidemment, la signature du contrat n'est pas quelque chose d'anodin, puisque cette signature-là engage et le salarié et l'entreprise. Raison pour laquelle on conseille aux salariés, avant de lire le contrat de travail, avant de signer le contrat de travail, que de le lire en profondeur, de ne pas lire les premières phrases et puis signer le contrat. Parce que maintes fois, des interprétations diverses ont donné lieu à des contentieux où l'employé, quelques mois après, en relisant le contrat, il a vu dans le contrat des clauses du contrat qui ne lui convenaient pas, parce qu'il n'a pas lu le contrat dans son entièreté. Dans le contrat, comme dit la loi, comme dit le droit, c'est la loi des parties et doit être exécutée comme signé par les parties. Donc, le service RH aussi doit également faire preuve de transparence quant au respect des conditions et obligations de travail liées au contrat. Les périodes d'essai doivent être respectées, mais aussi les préavis en cas de rupture. On ne quitte pas une entreprise de façon brusque. Cela peut désorganiser le travail. L'employeur aussi ne peut pas te renvoyer de façon brusque. Il y a un préavis qu'il doit respecter. Mais aussi, il y a les évolutions. Là, les évolutions, c'est la gestion ici des carrières, où le salarié rentre dans l'entreprise avec un certain bagage, un certain âge, et peut en sortir avec un certain âge aussi, avec aussi beaucoup d'expérience. Donc, au cours de ce parcours professionnel qu'on appelle carrière, plusieurs choses peuvent entamer la carrière
peuvent entamer la carrière du salarié. Ça peut être des promotions, ça peut être des affectations, ça peut être des mises à pied, ça peut être congé annuel, ça peut être plusieurs événements. Et c'est le service RH qui est chargé de répertorier tous les événements qui arrivent aux salariés. Le service RH doit préparer aussi l'ensemble des documents concernant les différentes étapes. En outre, lors de ce processus-là, l'administrateur du personnel constituera le dossier personnel du collaborateur en y recensant toutes les informations essentielles du salarié telles que son nom, son prénom, l'âge, ses diplômes, son RIB, son relevé d'identité bancaire, son attestation de sécurité sociale, son permis éventuellement. Donc on voit que gérer le personnel n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut que le gestionnaire des ressources humaines connaisse ses salariés au bout des doigts. Et pas le bout des doigts, c'est sur le côté professionnel. Même si le gestionnaire des ressources humaines doit avoir certaines qualités de psychologue, de communicant, mais sur le plan professionnel, il doit savoir qui est son collaborateur, quel est son background, c'est-à-dire son passé professionnel, quelles sont ses aspirations, qu'est-ce qu'il veut dans l'avenir, pour qu'on puisse mettre en place une gestion efficiente des carrières. Voilà, c'est important. Puisque généralement, les carrières concernent les cadres, je dis bien malheureusement. Parce que ce sont les cadres qui sont malheureusement censés évoluer dans l'entreprise. Nous avons ici, évidemment, la gestion du temps. Oui, le temps, il est vraiment important. Le contrat qu'il y ait l'entreprise et le salarié exige certaines obligations de chacune des parties. Quand le salarié se doit de respecter les heures de travail stipulées dans son contrat. Raison pour laquelle, au moment de la signature du contrat, le salarié doit recevoir un exemplaire du règlement intérieur. Oui, parce que le règlement intérieur fixe les conditions de travail, les heures de travail et évidemment les sanctions en cas de faute. C'est très important. Ça aussi, beaucoup d'administrateurs oublient cela. Il faut donner au salarié tous les éléments qui lui permettent d'intégrer véritablement le salarié et d'intégrer le salarié dans l'entreprise. Parce qu'on remarque qu'on lui donne que son contrat de travail, on lui fixe le salaire mirobolant et puis c'est tout. Non, c'est aussi insuffisant. Il faut lui donner un exemplaire de règlement intérieur pour qu'il puisse lire, pour voir comment on se comporte ici, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et aussi quelles sont les sanctions en cas de faute. Parce que c'est quand on ignore ces petits paramètres-là et qu'il y a des conflits, ça devient grave. Parce que l'autre peut dire que lui ne savait pas, l'employeur peut aussi attester qu'il le savait, l'un mis dans l'autre, la mauvaise foi s'installant, on peut se retrouver facilement devant l'inspecteur du travail d'abord et éventuellement devant le juge du travail. La gestion des absences. L'absence aussi cause beaucoup de pertes aux entreprises. Donc l'absence, c'est le fait de ne pas être présent, de manquer son entreprise, son organisation, son poste de travail. C'est donc une période sans activité professionnelle. Donc l'absence ici désorganise parmi toutes les tâches liées à l'administration du personnel. La gestion des absences constitue l'une des plus laborieuses, puisque généralement, on ne peut pas le prévoir. Il peut y avoir des accidents de travail ou de trajet, ça ne prévient pas. Il peut y avoir une maladie soudaine, ça ne prévient pas. Il peut y avoir la maternité de la salariée. Donc, il faut aussi, comme je le disais, faire attention à l'absentéisme, parce que l'absentéisme est une cause de dysfonctionnement de l'entreprise, parce que ça entraîne un bouleversement de différentes tâches. Évidemment,
les événements imprévus comme les événements familiaux, les décès, les accouchements des maris, les accouchements des femmes, et aussi les baptêmes, les décès, etc. Ces événements familiaux-là bouleversent beaucoup le fonctionnement de l'entreprise. Comment le responsable des ressources humaines peut juguler tous ces aspects-là pour ne pas que ces bouleversements inopinés, certains sont prévus, comme les congés payés sont prévus, donc on peut anticiper déjà, mais les autres ne sont pas prévus, donc souvent pour les anticiper, il faut avoir des solutions pour pouvoir gérer ces absences-là non prévues. D'abord, on va voir les types d'absence. Les types d'absence, il y en a plusieurs. Il y a les absences pour cause de maladie, pour le congé de maternité, pour accident de travail, pour maladies professionnelles. Les maladies professionnelles, ce sont les maladies qui sont liées au travail que nous faisons. Donc toutes les maladies ne sont pas forcément des maladies professionnelles. Oui, monsieur Anissé, il a levé la main. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Oui, je vais prendre la parole. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Anissé. Oui, oui. Parlant du contrat de travail. Oui, monsieur. Lorsqu'un employé, après avoir pris service, constate que au-delà des tâches qui ont été définies dans son contrat, il y a d'autres tâches qui s'ajoutent. Ce dernier, quelles sont les dispositions ou bien quelles démarches entreprendre que ce dernier doit entreprendre en fait? Ok, belle question. Ça nous arrive tous. Évidemment, toute force revient à la loi. Je pense que force revient à la loi. Et comme dit la loi, le contrat, au sens de l'article 1134 du Code civil, est la loi des parties. Je pense que l'employé, avec son contrat de travail, peut aller, évidemment, c'est pas de façon grossière, mais on peut demander à rencontrer son patron avec son contrat de travail pour lui faire part de ce que dans son contrat de travail, il n'y avait pas telle tâche qu'il aimerait comprendre. Ok, voilà, il faut partir déjà avec la diplomatie, rencontrer l'employeur pour demander des explications. Pourquoi, je dis n'importe quoi, un exemple, pourquoi dans mon contrat je n'avais que 4 tâches, mais dans la pratique j'effectue carrément le double. Voilà, donc il faut demander des explications à l'employeur et en fonction de ses réponses, voilà, en fonction de ses réponses, tu peux saisir l'inspecteur du travail. D'abord, il y a les délégués, si évidemment il y a les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de l'entreprise, tu peux déjà les saisir et ensemble, vous allez rencontrer le patron qui va vous donner des explications. Voilà. Donc, en fonction des explications, vous pourrez orienter votre démarche. Voilà, vous pouvez orienter votre démarche. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions? On va continuer. Tu dis que le contrat, comme je le dis, c'est la loi des parties. Oui, monsieur Koufolo. C'est parce que vous avez levé la main aussi. Merci. Donc, on va continuer. Donc, il disait les différentes sortes d'absentéisme et les types d'absence. Les congés annuels, les absences autorisées, les absences pour motifs personnels. Donc, tout cela, vous voyez que même pour les délégués du personnel, c'est le congé de formation. Bon, absence pour service militaire, bon, on ne le fait plus en Côte d'Ivoire, le service militaire, sinon dans certains pays, le service militaire aussi se fait. Donc le travailleur peut s'absenter pour des raisons personnelles non prévues par la réglementation. Dans ce cas-là, les jours d'absence sont déduits du congé annuel. C'est-à-dire que si c'est absenté en dehors de ce que la loi lui autorise, on peut le déduire de ses jours de congé. Voilà. Sauf évidemment pour les congés de formation qui sont
rémunérés comme temps de travail pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux qu'on appelle les créditeurs. Donc les créditeurs sont octroyés aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux pour les formations avec les syndicats ou bien pour les séminaires avec l'inspecteur du travail ou autre. Voilà. La mise en disponibilité aussi, c'est un cas d'absence mais réglementé par la loi. La mise en disponibilité, généralement, est demandée par l'employé. Vous voyez souvent un employé qui est élu député, bien qui est élu maire, va demander une mise en disponibilité pour 5 ans pour aller occuper ses fonctions de député ou bien de maire. Voilà, c'est ça la mise en disponibilité. Donc la mise en disponibilité suspend le contrat de travail, mais ne rompt pas le contrat de travail. Il dit bien suspend. Donc pendant les 5 ans de son mandat parlementaire ou de son mandat municipal, son contrat n'est pas rompu. Son contrat, il est simplement suspendu. L'employeur aussi peut chercher un intérimaire pour le mettre à la place de ces derniers pendant la durée de son mandat de 5 ans. Et la loi dit, après les 5 ans, s'il a été réélu ou pas, s'il n'a pas été réélu, il a le droit de revenir prendre sa place à l'entreprise en faisant une lettre à l'employeur avec accusé de réception. C'est une faculté que la loi lui offre. Voilà. Donc l'employeur ne peut pas refuser de réintégrer dans l'entreprise si l'ex-député ou bien l'ex-maire en fait la demande. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais dans la pratique, bon, on voit mal un ancien député ou bien un ancien maire venir encore être dirigé par quelqu'un. Voilà. Et même, il va créer sa boîte. Mais la loi offre la faculté à ces anciens députés-là qui étaient des salariés dans les entreprises. Ou bien encore, la mise en disponibilité pour l'allaitement d'un enfant, ça arrive. Voilà, après accouchement, peut-être l'accouchement a été rendu difficile. La mère peut demander une mise en disponibilité de 6 mois, voilà, pour prendre soin de l'enfant. Ou bien encore, pour assister un enfant gravement malade. Ça aussi, ça se fait. Mais malheureusement, pendant la mise en disponibilité, le salaire n'est pas rémunéré. Voilà, le salarié n'est pas rémunéré puisqu'il ne travaille pas. Puisqu'on sait que le contrat de travail, c'est prestation de services, et prestation de travail et rémunération. Mais ici, pendant la mise en disponibilité, ton contrat est suspendu. Par conséquent, le salaire n'est pas versé pendant la période de cette suspension. Le congé de maternité, nous savons tous, il est de 14 semaines. Voilà, 6 semaines avant accouchement et 8 semaines après accouchement. C'est ce que dit la loi. Vous m'entendez? Ok, vous pouvez poser des questions? Oui. Évidemment, pendant la maladie, si le salarié est déclaré, normalement, c'est la CNPS qui s'en occupe. Ok? La CNPS qui s'en occupe jusqu'à la guérison. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Ok? Même le congé de maternité, quand la femme va en congé de maternité, sa rémunération est versée par la CNPS. Ok, elle fournit un certain nombre de documents, attestation de congé, la preuve qu'elle a atteint les 14, pardon, elle est déjà à terme avec les échographies, tous les documents afférents qu'elle dépose à la CNPS. Et la CNPS rémunère pendant les 14 semaines que dure son congé de maternité la dame en question. Voilà. Donc c'est l'avantage aussi d'être déclaré à la CNPS par l'employeur, évidemment. La loi en fait d'abord d'ailleurs une obligation légale. La déclaration de la CNPS se fait dès le premier jour du travail, comme le dit le Code de prévoyance sociale. Oui, Diara? Ou bien Nadège, il y a encore une autre question?
ça. La loi ne fait pas de distinction. La loi ne fait pas de distinction entre CDI, CDD, quant à l'immatriculation, quant à la déclaration du salarié à la CNPS. Là, tu comprends. Que ce soit en CDD, que ce soit en CDI, l'employeur doit te déclarer à la CNPS. Ça, c'est un fait. Puisque ton numéro de CNPS, il est unique. Quand même que tu changerais d'entreprise, ton numéro de CNPS, il est unique. Ok? Donc, c'est pas parce que je suis en CDD que je ne dois pas être déclaré à la CNPS. Pourquoi? Un accident de travail n'arrive pas que aux gens qui sont en CDI. Tu me comprends? Un accident de travail arrive aussi à tout le monde, même ceux qui sont en CDD. Donc, il faut déclarer celui qui est en CDD également. Si demain, son contrat est fini, mais il a son numéro CNPS, voilà. Si demain, il a une autre entreprise, l'employeur qui veut le déclarer va utiliser le même numéro CNPS qu'il avait dans l'entreprise précédente. C'est ce que dit la loi. Ok? Monsieur, Oui? je voulais répondre à sa question. D'accord, allons-y, c'est le débat, allons-y. Voilà, donc je dirais que une fois, un salarié, une fois qu'il a un numéro CNPS dans sa première entreprise et qu'il n'est plus dans cette entreprise, il va ailleurs. Quand il arrive, il conduit son numéro. C'est ça. C'est ça. Il va reçu même. Et ils vont faire des actions. C'est ça, exactement. C'est ça. Le nouveau CNPS, il est unique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le nouveau CNPS, il est unique. Voilà. Attendez. Si l'employeur a souscrit à une assurance privée, c'est ça? Une assurance privée. C'est ça, non? Allô? C'est ça, non? Ok. L'assurance privée a ses conditions. L'assurance privée a ses conditions. Ok? Puisque c'est le privé. Chaque assurance a ses conditions. Ok? D'adhésion. Si le CDD dans lequel est votre salarié, par exemple, c'est un CDD qui court sur peut-être 2 ans, puisque le maximum des CDD édicté par la loi, c'est de 2 ans, le maximum qu'on dit la loi. Okay? Ça peut être de 6 mois renouvelable. 6 mois renouvelable, bien 3 mois renouvelable, mais de renouvellement à renouvellement, ça ne peut pas dépasser les 2 ans. Si l'assurance souscrite par l'employeur rentre dans le cadre de 2 ans, ok, il n'y a pas de souci que l'employeur ne puisse pas t'y mettre. Mais si c'est des assurances qui couvrent 5 ans, 10 ans, ça sera très difficile. Ok? Et puis d'ailleurs, il va forcément demander ton avis. Il ne peut pas automatiquement t'intégrer à une sorte d'assurance sans forcément demander ton avis. Mais ce qui est obligatoire, la chose sur laquelle je ne demande pas ton avis, c'est au niveau de ta déclaration à la CNPS, puisque la loi en fait une obligation. Maintenant, pour les assurances privées, au risque de me répéter, ça dépend des conditions exigées par la maison d'assurance. Voilà. Et puis aussi de ta volonté aussi. Parce qu'il faut demander dans ce cas-là la volonté, l'accord de l'employé, okay, puisque l'employé peut avoir des projets personnels. Peut-être qu'il est venu pour juste 3 mois, avoir de l'expérience et puis partir ailleurs. Donc tu ne peux pas comme ça le mettre dans une assurance pour 3 mois. Donc tu demandes son avis. Tu demandes son avis avant, évidemment, de l'inclure dans la liste des adhérents de votre entreprise. Oui? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui? Oui?
as changé, donc si tu as bien compris, tu as changé d'entreprise, c'est ça? Dans plusieurs entreprises. Oui. D'accord. Oui. C'est ça. C'est ça. Exactement. Elle va prendre en compte que la dernière entreprise, puisque pour calculer ton indemnité payée par la CNPS, on prend en compte ton salaire actuel. Et tu... Non, mais on ne peut pas prendre le cumul de tous ces salaires-là. Tu me comprends? Tu... Voilà. Là, quand tu cotises au niveau de la CNPS, c'est pour ta retraite en fait. Ta pension de retraite. Tu me comprends? C'est ta pension de retraite en fait que la CNPS est en train de récolter. Et à la fin de ta carrière professionnelle, de ton parcours professionnel, maintenant c'est à 60 ans la retraite. Voilà. La CNPS va calculer ta pension de retraite. Ce que ça signifie ici. Donc comme le dit, il faut... Non. Tu parles de la pension de retraite? Oui, non, la pension de retraite, c'est en fonction de toutes tes cotisations. Mais on prend les 15 meilleures années, pour ne pas faire le coût de sécurité sociale ici, on prend les 15 meilleures années. Donc il faut avoir travaillé au moins 15 ans pour avoir droit à la pension de retraite. Au moins 15 ans. Ok? On pourrait aller en profondeur, mais ce n'est pas l'objet, mais c'est important aussi. Il faut avoir travaillé au moins 15 ans pour avoir droit à la pension de retraite. Dans la CNPS, si par exemple tu as travaillé 30 ans ou bien 25 ans, elle va prendre les 15 meilleures années. Les 15 meilleures années, ça ne veut pas dire que on va prendre de 2005 à 2006, après de 2008 à 2017. Non. On prend l'intervalle, je ne sais pas comment expliquer ça, un intervalle de 15 meilleures années. Ok? Et c'est en fonction du montant. On va faire maintenant le calcul de ce montant des 15 meilleures années. Il y a une formule qu'on va déduire pour avoir le salaire moyen mensuel. Et ensuite, on va chercher maintenant la pension de retraite avec, il y a un taux. Voilà, le taux varie de 1,33 à 1,77 selon que tu as travaillé avant 1999, selon que tu as travaillé après 1999. Voilà, et puis de là va sortir le montant de ta pension de retraite. Ok? Évidemment, ce montant est majoré en fonction du nombre d'enfants mineurs que tu as avant d'aller à la retraite. Les enfants mineurs et les enfants mineurs font gagner 20 000 francs sur ta pension de retraite avec un maximum de 3 enfants. Bon, voici un peu ramasser ce que je pourrais dire. Maintenant, pour revenir à ta question de la maternité, les différentes cotisations n'ont pas d'influence sur ça en fait. Puisque je le dis, c'est ton dernier salaire. C'est sur ça la CNPS va se baser pour calculer l'indemnité qu'elle va te verser, évidemment, quand tu vas en congé. Par exemple, quand tu vas en congé, tu as dit que tu es en congé de maternité. Donc, par exemple, la prime de transport ne fera pas partie de cette prime, de ce salaire que tu vas toucher. Mais il y a certaines primes que la CNPS ne payera pas, comme la prime de transport par exemple, parce que tu es à la maison, tu ne te déplaces pas pour venir au travail. Il y a certaines primes de technicité, si jamais tu avais ça, qui ne seront plus dans ce que la CNPS va te verser. Voilà, jusqu'à la fin de tes 14 semaines de congé de maternité, comme je l'ai dit tantôt, 6 semaines avant accouchement et 6 semaines après accouchement. Et quand tu reprends le service, il faut amener
un certificat de repris de service pour que la CNPS arrête de payer le salaire et que l'employeur prenne la relève lorsque tu vas recommencer à travailler. Ouais, Nadège? Oui? Diara? Oui, monsieur. Oui. J'avais quelques questions, je ne sais pas si c'est possible. Allons-y. Allons. Ok, c'est concernant le contrat de travail durée. CDD, oui. Je demandais la durée maximale de ce contrat-là. C'est combien? C'est 2 ans, comme dit la loi. 2 ans. 2 ans. Oui. On peut renouveler. Au-delà de 2 ans, on tombe dans le CCD. Oui, au-delà de 2 ans, soit il t'embauche, soit il te laisse. Voilà. Ok. Au-delà de 2 ans, soit il t'embauche, soit il te laisse. S'il continue de t'employer en CDD, tu peux le convoquer. Tu peux le convoquer. Devant l'inspecteur, bien sûr. Ok. Ok, c'est ça. Il n'y a pas de souci. C'est ce que dit la loi. Concernant l'absentéisme, Oui, on a parlé des types de d'absence. oui. Bon, là, il y a des absences qu'on n'a pas précisé si j'étais rémunéré ou pas, si elles étaient rémunérées ou pas. Par exemple, je pense qu'il y a des absences pour cause de maladie qui sont non rémunérées. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour la maladie non professionnelle. Et puis aussi, il y a des accidents aussi non professionnels. Par exemple, tu es allé le week-end au village, il y a des obsèques. Et puis au retour, tu as un accident. Ça, c'est pas un accident professionnel. Tu me comprends? Voilà. Donc, on ne peut pas tout dire, mais voilà, c'est un peu ça aussi. Donc, il y a des accidents non professionnels qui ne sont pas aussi rémunérés par la loi. Toujours dans la même veine de l'absentéisme. Oui. Je demande, par exemple, un jour qui est férié, chômage payé. Oui. Et l'employeur demande au salarié d'être au travail. D'accord. L'un des salariés décide de s'absenter. Oui. Est-ce que l'employeur peut le sanctionner? Bien. Plusieurs faits en même temps. Tu dis un jour férié, chômé, ou bien un jour férié. Par exemple, le 15 novembre dernier. Ok, le 15 novembre dernier, c'est un jour férié, chômé simplement. En Côte d'Ivoire, il y a 2 jours fériés, chômés, payés. Il y a le 7 août et le 1er mai. Voilà, parce qu'il y a 2 jours fériés, chômés et payés. Voilà, les autres, c'est les jours fériés, chômés simplement. Évidemment, c'est une incidence juridique. C'est un incident juridique, hein, puisque le 7 août, fin d'indépendance, et le 1er mai, fin du travail, sont les jours fériés, chômés et payés. Évidemment, ces jours-là ont une incidence sur le salaire si tu vas travailler. Ok? Alors que les autres jours, comme celui d'hier, ou le 1er janvier, ou le 24 décembre, le 25 décembre, ou encore le 15 août, qui sont nombreux, ça c'est les jours simplement fériés, chômés. Ces jours-là n'ont aucune incidence sur le salaire. Donc, si ces jours-là, l'employeur décide que tu viens travailler, tu peux refuser. Tu peux refuser, puisque c'est des jours qui sont fériés, chômés, par la loi. C'est la loi elle-même qui le décide. Voilà. C'est la loi elle-même qui le décide en fait. Donc, l'employeur ne peut pas se baser sur le fait que tu as refusé de venir travailler ce jour-là pour te sanctionner. Non, non, non. Non, non, l'employeur n'est pas au-dessus de la loi. Ok. Voilà. Par contre, si c'est le 1er mai et le 7 août, Oui. là tu refuses. Non. Non, 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 non. Ça parce que non. Je dis que si déjà les jours fériés chômés simples tu refuses, a fortiori, les jours chômés payés et les jours fériés chômés et payés. En fait, quand c'est payé que tu viens travailler, ta journée est comptée double en fait. Oui, les autres se demandent. Voilà. Pendant ces 2 jours que je viens de citer. Oui. En fait, je demande ça parce que, par exemple, l'employeur dit que ce jour-là, qui est déclaré chômé, férié
chômé là, et qui demande à ce que vous soyez là parce que c'est. En fait, si vous n'êtes pas là, peut-être que voilà, il voit son projet sera en péril en fait. C'est ça. Et qu'il demande à ce que vous soyez là obligatoirement. Et toi, tu dis non, voilà, comme c'est chômé, férié, comme date de l'État de Côte d'Ivoire, c'est ça. Tu ne seras pas là. C'est ça. Oui. Oui. Si l'employeur là, il décide de sanctionner, est-ce que la loi pourra peut-être l'arrêter? Bien sûr. Puisque ce n'est pas toi qui déclare ce jour-là férié, chômé et payé. Je pense que dans ce cas-là, l'employeur doit plus négocier avec vous en fait. Ah, c'est un. De deux, ce jour-là, quand vous ne venez pas, bon, ça dépend. Pour le travail payé à la journée, je ne sais pas si la personne dont tu parles est payée à la quinzaine ou à la journée, c'est une incidence. Non, hein? non, mensuellement. Mensuellement. Ok, son salaire ne change pas en fait. S'il ne vient pas travailler, son salaire ne change pas. Mais s'il vient travailler, il a une majoration de son salaire. Tu comprends? Donc, il ne peut pas sanctionner valablement le salarié qui refuserait de venir travailler. Il ne peut pas. Maintenant, s'il le fait, il fait un abus. Il fait un abus. Voilà, il fait un abus. Véritablement, il fait un abus. Voilà. Parce que toute la Côte d'Ivoire est en congé ce jour-là. Pourquoi moi, je ne viendrai pas et il serait sanctionné? Il fait un abus. Tout simplement, c'est un abus. C'est un abus. Donc, il faut comprendre aussi, bon, je ne justifie pas les employeurs, mais ils savent que pour avoir du travail, c'est difficile. Donc, il met la pression. C'est un peu ça, en fait. Sinon, il n'est pas dans ses droits. Aucunement, il n'est dans ses droits. Aucunement. Voilà. Ma dernière question, c'est Oui. concernant la mise en disponibilité. Oui. Est-ce que l'employeur peut décider de mettre fin au contrat de travail d'un salarié qui est mis en disponibilité? Non. La loi. Avant son retour. Il faut qu'il y ait des raisons. Il faut qu'il justifie. Peut-être s'il y a une restructuration totale de l'entreprise, il peut adresser un courrier à l'inspecteur du travail et adresser un courrier au concerné. OK? Qui a eu une restructuration, que son poste a été supprimé suite à la restructuration, ça peut arriver. Mais il faut qu'il informe l'inspecteur du travail du ressort et qu'il informe aussi par courrier, évidemment, par courrier, laissant trace écrite, il informe aussi le concerné. Sinon, pendant ta mise en disposition, ton contrat n'est pas rompu, comme je le disais, ton contrat est simplement suspendu. Voilà, donc il ne faut pas confondre la suspension et la rupture. Donc, si l'employeur veut vraiment supprimer ou bien te licencier, va rompre ton contrat, il doit en référer et au salarié indisponible et aussi à l'inspecteur du travail du ressort. Voilà. Ok. J'ai une dernière question. Dans le même cas pour une femme qui est en congé de maternité, c'est ça. Est-ce que l'employeur peut décider de mettre fin à son contrat quand il est en congé de maternité? Ce n'est pas seulement le congé de maternité, pour le congé simple même d'abord. Pour le congé simple. La loi interdit à l'employeur de licencier un salarié qui est en congé. Ça ne se fait pas. Même 15 jours après son retour de congé, on ne peut pas le licencier. Tu vois, non? À plus forte raison, c'est qui est en congé de maternité. À la limite, je dis de façon grossière, si par exemple, ce monsieur ou cette dame en congé de maternité avait preuve à l'appui, l'employeur se rend compte que ce dernier-là ou cette dernière-là a fait des détournements de fonds, je veux dire de façon grossière, a volé, voilà, il doit forcément en requérir à l'inspecteur du travail avec des preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui. Voilà, les preuves à l'appui. Sinon, la loi interdit de licencier quelqu'un qui est en congé. Il faut laisser revenir d'abord avant de procéder à son licenciement. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien, monsieur Diarra. Oui, Miss Solange, mademoiselle Solange, s'il vous plaît. Oui, madame à quoi? Elle avait levé la main.
Madame Akwa, oui. Oh, elle nous a lâché. Bien, on va continuer. Oui, monsieur Koulibaly, oui. Vous pouvez revenir un peu sur la question du frère qui a. Oui. Diarra. Voilà, dans le développement que vous avez fait, oui. En faisant la distinction des congés fériés, un jour férié chômé, et puis jour simplement, férié, voilà, simplement, et qui n'est pas payé. Si l'employeur, au vu de la loi, comme vous avez dit, le travailleur qui refuse de venir, est-ce qu'il est convoqué par, il est sollicité? Oui. Oui, vas-y. Par le patron, oui. Il ne peut pas être sanctionné au vu de la loi. Oui. Si éventuellement le travailleur acceptait de venir travailler pendant un jour qui est simplement chômé, férié chômé, mais qui n'est pas payé, est-ce qu'il doit avoir nécessairement une incidence sur sa paye? Bon, en d'autres termes, est-ce que l'employeur doit obligatoirement le rémunérer pour cette tâche? Cette tâche. Donc, c'est une belle question. Je peux? Oui, allez-y. Voilà. Je vais revenir encore. Il y a un de vos camarades qui est en présentiel. Hein. Voilà, il veut savoir si pour quelqu'un qui est à qui l'employeur demande de venir travailler pendant un jour simplement férié chômé. Bien. Là encore, il faut distinguer, comme vous êtes tantôt, si la personne est dans un contrat de travail journalier ou bien s'il est payé au mois. Il faut distinguer. Un contrat de travail journalier, c'est celui qui est payé à l'heure, à la journée, à la semaine et à la quinzaine. Bien. Si c'est le cas, ces journées-là sont considérées comme heures de travail et sont payées. Parce qu'en réalité, quand c'est simplement jour férié chômé, s'il ne travaille pas, il n'est pas rémunéré. Là, tu vois. Pour quelqu'un qui travaille à l'heure, s'il ne vient pas travailler, il n'est pas rémunéré. Mais si c'est un jour férié chômé et payé, s'il ne travaille pas, il est rémunéré. Là, tu vois. Donc, c'est exemple laquelle ces gens-là, les jours ne sont pas nombreux dans nos calendriers, il n'y en a que 2 jours. Maintenant, pour lui qui travaille au mois, s'il ne veut pas travailler, son salaire ne change pas. Ok? Mais s'il vient travailler, cette journée-là sera bonifiée pour lui. Parce que le salaire qu'on donne au mois, on peut le ramener à la semaine, on peut le ramener même à l'heure. En disant le salaire par 173,33, on peut ramener le salaire à l'heure. Pour celui qui est payé au mois. Donc, évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Et il y a des avantages. Il n'y a pas d'inconvénient. S'il ne vient pas travailler, mon salaire reste le salaire. Donc, il fait que beaucoup ne font pas d'efforts, ils préfèrent rester à la maison. Mais il y a d'autres qui vont pour une raison ou pour une autre. Voilà. Il n'y a pas de sanctions si tu ne viens pas travailler. Il n'y a pas de sanctions. Seulement que, bon, comme je disais tantôt, les employeurs abusent souvent, menacent souvent. Voilà. Sinon, il n'y a pas de sanctions si tu ne viens pas travailler. Merci. Mis à quoi, apparemment, on ne suit plus. Nous allons donc continuer le cours. Ok, merci bien pour vos questions. Donc, nous étions sur le congé de maternité. On a vu que le congé de maternité a suscité beaucoup de questions. C'est important. Donc, le congé de maternité aussi, comme je le disais, 6 semaines avant accouchement et 8 semaines après accouchement. Ce congé peut être prorogé de 3 semaines en fonction des difficultés d'accouchement sous contrôle médical. Voilà. Voilà. Versé par la CNPS et peut-être il ne peut être en outre licencié pendant ce congé. C'est écrit même dans le cours ici. Pendant la grève aussi. La grève aussi suspend le contrat de travail. Puisque pendant la grève, les salariés ne sont pas rémunérés. Pas de travail, pas de salaire, comme dit l'adage. Voilà. Donc pendant la grève, le salaire n'est pas rémunéré. Si vous faites 5 jours de grève, on enlèvera 5 jours de salaire dans votre salaire. Parce que souvent les gens ne savent pas. Ils se disent que comme la grève est légale, pourquoi on enlève le salaire on diminue notre salaire? C'est parce que c'est légal que
on enlève. Parce que si la grève n'a pas respecté toutes les procédures de son déclenchement, puisque la grève a une procédure de déclenchement, dans ce cas-là, vous serez sanctionné, même sur le plan pénal. Ok, s'il y a des dégâts, ou bien s'il y a mort d'homme, vous serez sanctionné. C'est qui ont initié la grève. Raison pour laquelle il faut se prémunir de toute la procédure de déclenchement de la grève avant de la lancer. Donc la grève, même licite, ne rompt pas le contrat de travail. La grève suspend le contrat de travail puisque pendant la grève, il n'y a pas de travail, donc conséquemment, il n'y a pas de salaire. Voilà, donc après la grève, vous reprenez le travail et ensuite vous serez rémunéré. C'est ce que dit la loi ici. Voilà, je voulais poser une question. Vas-y. C'est un cas pratique. Supposons que les enseignants grèvent. Oui. Ils font une grève et puis ils n'ont pas respecté la procédure. C'est ça. Notamment par un préavis et tout. C'est ça. Et puis ils doivent être sanctionnés. Ils grèvent relativement à leur salaire. C'est ça. Peut-être les États n'ont pas été payés. C'est ça. Voilà. La perte du salaire dont vous avez parlé, c'est sur le salaire à venir ou bien sur le salaire sur lequel il y a la revendication. Bon, le salaire sur lequel il y a la revendication, c'est le salaire passé. Passé. Ils ont correctement exécuté leurs obligations. Oui. C'est clair? Donc, ce n'est pas sur le salaire passé. C'est sur le salaire du mois prochain, si on veut exprimer ainsi. D'accord. Puisque lundi, mardi, ils n'ont pas travaillé. Donc, normalement, on fait une retenue sur lundi, mardi de cette troisième semaine du mois. Oui. Voilà. Sinon, sur ce qui est passé, il n'y a pas de conflit sur le montant de ce salaire-là, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pose la question parce que quand ils reprennent, supposons qu'ils ont fait une semaine de grève. C'est ça. Ça fait, dans la semaine, il y a 5 jours. C'est ça fait 5 jours qu'ils n'ont pas travaillé. Oui. Et pendant les 5 jours, après, ils reprennent. D'accord. Ils vont commencer les cours. Oui. Voilà. Et peut-être, il y en a qui sont pointés à l'heure. Oui. Voilà. Et là, ils vont commencer à pointer le jour où ils vont reprendre. C'est ça. Supposons que quelqu'un a, par exemple, au bout du décompte, il a 20 heures. Oui, 20 heures, le mois. Voilà, 20 heures. D'accord. Après la grève, il a fait ses 20 heures. Il y a une semaine, voilà, où il n'a pas fait cours. D'accord. Voilà. Une semaine de 5 jours. Il y a une semaine de 5 jours. Oh, 5 jours, il intervient combien de fois? Voilà, il intervient, supposons qu'il a 2 heures par jour, par exemple. Par jour, par exemple, oui. Bon, il n'a pas pointé, il n'a pas fait cours. Après, il a fait ses cours. Oui. Donc, si on doit enlever ces 5 heures, oui. Voilà, ça se passe comment? Bien, belle question. Puisque la grève a duré, tu as dit une semaine, non? Oui. Bien. Dans le mois, il y a combien de semaines? Il y a 4. Il y a 4. Donc, il sera rémunéré que les 3 semaines. Tu me comprends? Oui. Il ne sera pas rémunéré les 4 semaines, mais il sera rémunéré que les 3 semaines. D'accord. Mais dans le cas d'espèce, Oui. moi j'ai une impression. Non, vas-y, oui. J'ai l'impression que ça n'a pas d'incidence sur, en fait, sur le travailleur. Parce que moi, je suis venu, j'ai fait une semaine de grève, je n'ai pas fait cours. Oui. Je suis venu faire 3 semaines de cours, on m'a payé mes 3 semaines de cours. Oui. Voilà. C'est ce qui est logique, non? Voilà, c'est ce qui est logique. Naturellement, je ne m'attends pas à une semaine. Oui, évidemment. Moi, dans le sens que moi j'ai compris, vous n'avez pas respecté la procédure. Oui. Moi, ce qui est normal, c'est-à-dire quand vous faites les 3 semaines de cours que vous avez fait, une semaine de cours que vous avez enlevé, on devra déduire ça, comme on appelle, les 3 semaines que vous avez fait pour la faute. Donc on va payer au final 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Après, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça tu conçois la chose. C'est comme ça que j'ai compris. Là, tu as compris la chose. Parce que si on dit qu'on va. Parce que si c'est au mois, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile, en effet. Voilà. Si c'est au mois, c'est encore plus facile. Bon, est-ce qu'il faut sanctionner doublement? Bon, je ne crois pas. Je crois pas. C'est vrai, si 4 semaines, ils ont travaillé 3 semaines. Donc, on leur paiera 3 semaines. Ok? Oui, je suis
d'accord avec ça. Voilà, on la paiera 3 semaines. Le souci maintenant, qui fera encore les sanctionner pour 2 semaines? Bon, ça fait une double sanction à mon sens. Bon. Ça fait une double sanction. Bon, je ne crois pas qu'il faille enlever 2 semaines. Voilà. Je crois qu'il faille enlever 2 semaines. Peut-être la question que tu aurais dû poser, est-ce qu'on rattrapera ces semaines-là? Peut-être d'une manière ou d'une autre. Or, la loi dit que le travail, les pertes des jours de travail pour cause de grève ne peuvent pas être rattrapées par des heures d'équivalence sur les heures supplémentaires. Okay? Parce que si vous rattrapez, c'est comme si la punition n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, seulement que vous différez le paiement. Donc, la loi est claire là-dessus. Si c'est par exemple, il y a une coupure d'électricité ici, et puis pendant 4 heures, on n'a pas pu travailler pendant les 4 heures, là, la loi demande d'organiser un rattrapage de ces 4 heures. Soit, au lieu de finir à 16 heures, on finit à 17 heures aujourd'hui, le lendemain à 17 heures, 17 heures pour rattraper les 4 heures. Ça, c'est la loi qui le dit. Ça, c'est exceptionnel. Mais pour faire de grève, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Voilà. Bien, on va continuer. On était sur la grève, la détention des salariés. Donc, la détention, c'est l'incarcération des salariés de façon préventive. Cela signifie qu'il n'a pas encore été condamné définitivement. Dans ce cas-là, le contrat aussi est suspendu, il n'est pas rompu, parce qu'il peut être innocenté. Voilà. Donc, tant qu'une décision n'est pas rompue, n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive, ici, le contrat est suspendu. Ok? Mais aussi, cette... qui fait appel? Oui, monsieur Colufolo, je ne sais pas si vous avez levé la main. Bon, ok. Non, je me suis reconnecté. D'accord, vous avez reconnecté, d'accord. Okay. Donc, pour la détention des salariés, s'il est par exemple au commissariat, en détention préventive, l'employeur ne peut pas dire, comme tu es au commissariat déjà, moi j'ai ton contrat. Non, il peut être innocenté, même s'il est à la MACA en attendant son procès, tu ne peux pas rompre son contrat. Parce qu'il peut être innocenté et puis venir reprendre son travail. Voilà, donc, il faut faire très attention dans ces cas-là. Il faut faire très attention. Même si peut-être l'employeur peut se baser sur peut-être la réputation du monsieur qui peut être entamé et ça peut écorner l'image aussi de leur employeur, de leur entreprise. Bon, il peut invoquer cela, mais ne peut pas tout de suite prendre son stylo puis rompre le contrat de travail aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir également ici. Voilà. Ensuite, la mise à pied du salarié. La mise à pied aussi, c'est une sanction disciplinaire, voilà, qui exclut l'employeur de façon temporaire de l'entreprise, mais aussi avec perte de salaire. Parce que si tu es mis à pied de 5 jours, bien d'une semaine, tu ne travailles pas. Donc, il faut que la sanction ait un effet sur toi. Parce que si c'est pour ne pas venir au travail, aller te reposer pendant une semaine, mais tout le monde allait demander une mise à pied. Ok? Dans la fermeture provisoire de l'entreprise pour motif économique, ça peut arriver que l'entreprise qui a des difficultés économiques peut fermer pour plusieurs semaines, ok, pour se relancer. Ça peut arriver le chômage technique, mais ce chômage technique-là suspend également le contrat de travail et les parties fixent les modalités de cette suspension. Il peut y avoir des compensations salariales aussi. Voilà, donc tout ça fait partie d'une gestion du personnel. Donc la gestion du personnel n'est pas quelque chose n'est pas un fleuve doux qui coule simplement. Il y a aussi des moments de tension, des moments de communication entre les salariés et puis également leur direction. Mais il faut mettre en place, en tant que gestionnaire des ressources humaines, des mécanismes pour contrôler les absences. Voilà, donc dans le pointage, qui est l'enregistrement de l'heure d'arrivée et de l'heure de départ, ça, beaucoup d'entreprises le font maintenant. Voilà,
consiste aussi à relever le mouvement des travailleurs en termes d'entrée, en termes de sortie, des pointages numériques, mais biométriques, comme on le dit de nos jours, et cela permet au GRH de savoir qui est venu exclusivement et effectivement au travail, qui n'est pas venu, qui est parti à l'heure, qui n'est pas venu à l'heure. Ça permet à tout le monde de savoir ce que les uns et les autres font. Sinon, au final, on va constater que c'est une poignée qui travaille pour tout le reste. Voilà, ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc ici également, on peut noter la gestion du temps effectif, la gestion des heures supplémentaires, ok? La gestion des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires aussi, il faut veiller à cela. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires. Hein. Voilà, c'est une faculté. L'employeur peut décider qu'il y a des heures supplémentaires. Si moi, bon, je suis fatigué ou bien je n'en veux pas, je peux refuser de faire les heures supplémentaires. Puisque au final, c'est de l'argent que le salarié gagne. Oui, Solange, Madame Aqua, oui, on vous écoute. Levez la main. Madame Aqua, on vous écoute, hein. Elle ne répond pas. Madame Aqua. Ok, Monsieur Diarra. Oui. Lors de votre lecture, j'ai cru comprendre que pour les absences autorisées, l'employeur déduit en fait l'absence sur le congé à venir. Je veux savoir, est-ce que l'employeur aussi a l'obligation de déduire du salaire au lieu des jours de congé? Est-ce que. Allô? Est-ce que l'employeur peut se permettre de déduire l'absence sur le salaire à venir au lieu du congé en fait? Sur le salaire à venir. Bien, ici, peut-être pour répondre à ta question, on allait aborder la partie des permissions exceptionnelles. Ok? Si tu me permets déjà, tu me suis, non? Si tu prends voilà, si tu prends l'écran, les permissions exceptionnelles, la loi aussi fait les permissions exceptionnelles de l'article 25 de la convention collective qui est là. Donc, la loi permet des permissions exceptionnelles dans la limite de 10 jours, comme il est écrit ici, ouvrables dans l'année, non déductibles du congé annuel. Ça, c'est la loi qui donne ça. Non déductible du congé annuel. Mais c'est quand ça dépasse ces 10 jours, ou bien c'est quand ces congés n'entrent pas dans ce qui est énuméré ici, que ça fait l'objet de sanctions. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, tu t'es absenté, ce n'est pas pour ce qui est énuméré, comme la liste est là, hein, quand la loi énumère, c'est qu'elle limite. Et la loi fait bien d'énumérer, parce que si elle n'énumère pas, chacun va annoncer, chacun va dire ses prétextes. Ok, moi parce qu'il y a ceci, moi parce qu'il y a cela. Dans la loi, prend le soin d'énumérer les faits qui donnent droit aux permissions exceptionnelles. Mais ces permissions exceptionnelles ne doivent pas dépasser 10 jours ouvrables dans l'année. Et ces permissions exceptionnelles de 10 jours ne sont pas déductibles du congé annuel. Donc, au-delà de ça, si tu t'absentes, l'employeur a le droit de défalquer cela dans ton congé annuel. Mais à la limite, pourquoi quand on diminue tes jours de congé là, tu sais que c'est un impact sur ta prime de congé. Tu sais ça au moins. Oui. Voilà. Puisque, bon, peut-être on aura le temps, on n'a pas le temps de... On fait quoi? Oui. Voilà, tu le sais. Donc, indirectement, c'est un impact sur ton indemnité congé payé. Il y a un impact, même si on ne le dit pas de façon express, mais en filigrane, c'est ce que ça signifie. Voilà, c'est ce que ça signifie. Or, si tu respectes les conditions de l'article 125 de la convention collective ici, alors l'employeur ne peut pas déduire un jour de tes congés payés, puisque tu as respecté ici, pour ton mariage, la loi dit que tu as 4 jours
de repos pour ton mariage. Ce n'est pas que tu as 4 jours pour préparer ton mariage, hein. Le mariage, tu le prépares. Mais à partir de ton congé, à partir de ton mariage, tu as 4 jours pour te reposer. Pour le mariage d'un enfant, d'un frère, c'est 2 jours, naissance 2 jours, déménagement, ça c'est 1 jour, décès d'un conjoint, 5 jours, d'un parent, 5 jours, etc., etc. Donc, indépendamment de ça, si tu prends des congés, si tu as des jours d'absence, sans justification, l'employeur peut évidemment défalquer ça sur tes jours de congé. Comme je l'ai dit tantôt, ça va influencer ton indemnité congé payé. D'autres questions? Non, pas. Bien. Non. Tu? Et moi, j'ai vu les éléments, disons, les cas que la loi énumère ici. C'est ça. Est-ce que c'est exhaustif? Exhaustif? À ma connaissance, non. Puisque si c'était exhaustif, la loi allait mettre une disposition qui allait sous-entendre cela. Ok, voilà. Je pense que la loi a balisé. Parce que imagine si la loi n'a pas balisé cela, comme je disais tantôt, chacun aura un prétexte. Et ça va donner la liberté aux uns et aux autres de faire n'importe quoi un peu dans l'entreprise. Voilà. Donc on va donner ces limites-là. Et quand tu vois ces limites-là, ça concerne directement la famille. Voilà, ça concerne directement la famille. Ok, pas d'autres questions? Bien. On va noter aussi quelles sont les causes de l'absentéisme aussi. C'est aussi important. Je ne suis pas de voir les effets, mais il faut voir les causes. Pourquoi les gens s'absentent tant? Les causes de l'absentéisme sont diverses. Ok, le volume important de travail, quand il y a trop de travail aussi, les salariés sont débordés. Quand ils sont débordés, ils sont très fatigués. Ils vont aussi s'absenter aussi. Ça arrive. Quand il y a insuffisance de travail et l'ennui aussi, voilà, il se dit, bon, il n'y a pas assez de travail. Pourquoi il m'a mené à 6h, 7h? Il peut venir à 10h. Il y en a même qui ne vont même pas venir. Bon, s'il vient même, c'est pour rien faire. C'est pourquoi m'envoyer là-bas, surtout vendredi. Bon, écoutez, c'est vendredi, il n'y a pas mon travail. Ok? Ça aussi, le climat social malsain de l'entreprise. Raison pour laquelle l'entreprise est une seconde famille. Parce que quand le climat est malsain, les travailleurs ne sont pas heureux de venir au travail. Parce qu'ils savent que là-bas, c'est pour aller faire des disputes internes avec les uns des autres. L'atmosphère est délétère. Donc, ça peut pousser les uns des autres à ne pas venir. La mauvaise organisation également du travail. Ok? La mauvaise organisation du travail. Là aussi, il faut penser à ça. Là aussi, les problèmes privés, psychologiques, matériels ou sociaux. Les travailleurs ont des soucis. Les travailleurs ont des soucis de famille, ou bien d'argent, ou bien des problèmes sociaux. Cela peut impacter leur morale et ne pas leur donner l'envie de se réveiller le matin, d'aller au travail. Ou bien, ils peuvent aller tôt et puis descendre avant l'heure prévue aussi. Ça, c'est aussi de l'absentéisme aussi. Voilà. C'est aussi l'absentéisme. Donc, quelle que soit la cause, il faut retenir que l'absentéisme varie en fonction de l'âge, en fonction du sexe. Voilà, en fonction du sexe, on sait que les femmes s'absentent beaucoup. Par exemple, je rentre un peu dans l'intimité, il y a des femmes, lorsque c'est la mauvaise période, elles ne peuvent pas travailler, elles vont s'absenter. Ou bien, elles doivent aller rapidement à la maison, avant monsieur pour faire la cuisine. Ou bien, elles vont partir pour une raison ou pour une autre. Et à l'âge aussi, à l'âge, plus on tend vers l'âge de la retraite, plus on a plus de challenge. Donc le vieux s'il réveille le matin, bon, on peut rien lui faire, bon, ça peut le train. Ok, il n'y a plus de challenge à son niveau. Donc tu vas voir qu'il va aller un peu après les autres. Mais souvent il va descendre aussi avant les autres. Voilà, lui il attend la retraite, ça aussi ça impacte aussi. Il y a la région aussi, lieu d'implantation de l'entreprise.
Bon, il y a une enquête qui a été menée, je ne sais pas en quelle année, ici à Abidjan, pour dire que les gens, surtout les Hébriers, les Aradjans, les Adjoukou qui sont autour d'Abidjan, ok, ils s'absentent vite, ils s'absentent beaucoup. Parce qu'ils se disent que bon, je ne suis pas loin, bon, lundi matin, j'ai quitté le village pour aller. Il y a une enquête qui a été menée, qui est sortie comme ça sur la Côte d'Ivoire. Et non, bon, moi je suis à Songon, sur le plateau. Bon, j'habite Cocody. Bon, je préfère en même temps quitter Songon le matin pour aller au boulot. L'un mis dans l'autre, il n'est bien pas au boulot le matin. Parce qu'il prend son temps, le village, ça c'est que c'est. Bon. Donc il y a une enquête qui a été menée sur cet aspect-là aussi. Les jours de la semaine, on sait que c'est lundi, vendredi, en Côte d'Ivoire, bon, on sait. À partir de midi, même, les gens même ne viennent plus, surtout dans les services publics. Voilà, et ils abandonnent les postes. La saison des pluies aussi, c'est une cause. La taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est colossale en termes d'effectifs, plus l'absentéisme sont plus élevés. Or, dans les petites PME, les petites entreprises, on se connaît tous. Quand un n'est pas là, tout de suite, on le sait, tout le monde le sait. Voilà. Le secteur d'activité, les services de commerce et l'administration sont les plus touchés. Au niveau de la qualification des salariés, des cadres, agents de maîtrise, évidemment, les employés, ils sont nombreux. Donc, il y en a qui se faufilent pour ne pas venir. Ils sont souvent couverts aussi par leurs collègues. Voilà. Il sait que son supérieur hiérarchique ne peut pas tous les contrôler comme ça, puisqu'ils sont nombreux. Par conséquent, il peut organiser des absences entre eux. Un de mes professeurs m'a raconté un fait au Sénégal. Le mec, ils sont dans le même bureau. Il vient déposer son sac comme il a déposé le mien. Il met sa veste sur la chaise. Et puis il est à Dubaï. Ah bon? Et puis il est à Dubaï, donc son collègue, quand son patron vient, il dit, mais non, patron, il est là, son sac est là. Voici son costume. Ah, d'accord. Une heure après, il déplace un peu la chaise, il déplace le sac. Ok. Le patron vient et dit, mais il n'est pas encore venu. Non, patron, il est là. Il a bougé un peu. Ok, le gars là, Dubaï, pour les affaires. Ok. Donc, tu vois que ça dépend. Ça dépend. Plus les salariés, plus les subalternes sont nombreux, la hiérarchie n'a pas le temps de contrôler individuellement les gens. Donc, ça peut aussi pousser les uns ou les autres à l'absentéisme. On a les conséquences. Les conséquences, on en a déjà parlé. Ok. On a l'abrutissement du travail, puisque l'absentéisme, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Une maladie le matin, la femme va accoucher ce matin, donc tu n'as pas prévu ne pas venir au travail. Par conséquent, le poids de tes tâches va revenir à tes collègues. Ça peut même bloquer le fonctionnement même de votre département. Donc ça va alourdir le travail. Le blocage du système et la chaîne du travail, le ralentissement du travail, les baisses de production, baisse du chiffre d'affaires, conséquemment la qualité du travail, ainsi que l'altération même de l'image et marque de l'entreprise. Donc voici un peu quelques conséquences qu'on pourrait relever concernant la cause de l'absentéisme. Maintenant, le contrôle, on peut contrôler l'absentéisme. Ok, c'est pas un souci. On peut le contrôler de nos jours, il y a tellement de moyens. Voilà. On a les fiches, comme tout le monde le sait, les fiches de présence, les registres de pointage, le personnel est marqué sur une feuille ou dans un registre aux heures d'arrivée et de départ, etc. Il y a l'horloge pointeuse qui permet, grâce à des cartes spéciales magnétiques, d'enregistrer automatiquement les heures d'arrivée et les heures de sortie des salariés. Il y a les contrôles inopinés. Voilà, l'employeur peut se déplacer lui-même, peut effectuer des visites dans différents services pour voir qui est ponctuel, qui est assidu, qui n'est pas assidu. Donc, l'un mis dans l'autre, ces actions préventives, ok, il faut aussi tenir compte des statistiques globales par service et par zone géographique ou encore par catégorie. Donc, pour le gestionnaire des ressources humaines, s'il veut faire les statistiques de l'absentéisme, il peut le faire de façon globale, pour l'effectif global,
Il peut le faire pour les ouvriers, pour les cadres. Il peut le faire pour les zones de Makori, si l'entreprise a beaucoup de succursales ou bien d'annexes. Pour Makori, pour Boaké, pour Korogo, voilà. Ou bien, voilà, il peut le faire aussi par sexe, nombre de femmes et d'hommes. Il peut le faire aussi par catégorie d'âge. Quelle est la catégorie d'âge qui s'absence beaucoup? Et mettre tout ça dans un tableau de bord social. Parce que dans le tableau de bord social, tout ça doit ressortir et doit en tirer les conséquences. Une chose est de déceler les causes, mais une chose est de déceler les causes, mais de trouver aussi des solutions. Voilà, de trouver des solutions à faire baisser ce taux d'absentéisme qui est très important pour les gestionnaires des ressources humaines. Donc aussi, on peut aussi voir le climat social. Ok, c'est très important, le climat, puisque de nos jours, l'entreprise est considérée comme une seconde famille. Ok, donc, le taux d'absentéisme est un indicateur clé dans le tableau de bord RH que nous donnons tantôt et un sujet très sensible à l'entreprise. Donc, on peut calculer le taux d'absentéisme par nombre d'absents sur effectif total multiplié par 100. Okay? Donc, tu peux avoir le taux pour pouvoir apprécier, le gestionnaire apprécie ce taux-là par rapport à son effectif et voir pourquoi les gens s'absentent beaucoup. Voilà, chercher les causes, enquêter, pour pouvoir gérer le problème. Donc, l'absentéisme ici comprend toutes les absences qui ne peuvent être prévisibles ou programmées. Alors, donc, il convient ici de prendre en compte les absences, de ne pas prendre en compte évidemment les absences pour congé payés parce que ça c'est prévu dans votre planning, les absences de formation ou absence pour congé de maternité par exemple. Si c'est ça, c'est prévu, ça n'y a pas de souci, puisqu'on sait que le mois prochain, Madame Yao ira en congé de maternité. Dans le gestionnaire des ressources humaines, prend ces dispositions pour pouvoir combler, le déficit effectif que va laisser son absence. Oui, M. Diarra? Excusez-moi, je suis en vous. J'espère que ça vous dérange pas. Non. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le taux d'absentéisme et le taux d'absence? Oh non, je pense qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence? Non, il n'y a pas de différence. Donc c'est la même formule de calcul? Oui, c'est la même formule de calcul. Ok. Il n'y a pas de différence. Non. Il n'y a pas de différence. Ok, merci. Merci bien. Donc ici, les absences qui sont comptabilisées dans le taux de l'absentéisme ont un caractère imprévu. C'est le cas de la maladie, l'accident de travail, l'accident de trajet, la maladie professionnelle, la maladie pour enfants malades, congé pour événement familial. Le taux d'absentéisme aussi peut être calculé de manière mensuelle, trimestrielle ou annuelle, ça dépend de ce que le gestionnaire demande, recherche, pardon. Il est d'ailleurs judicieux de le calculer sur différentes périodicités afin de mieux l'analyser. Voilà. Tu peux le faire par mois, et par mois tu fais tes courbes. Voilà, ça peut te donner une indication sur le trimestre, ça peut donner une indication sur le semestre, ou bien une indication sur l'année. C'est en cela qu'à la fin, tu peux en faire un tableau de bord de l'absentéisme. Voilà, tu mets dans le tableau de bord. Pourquoi? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les vieux? Est-ce que c'est les ouvriers? Est-ce que c'est les cadres qui s'absentent beaucoup? Et les causes, voilà, pour chaque catégorie. Est-ce que c'est les jeunes qui s'absentent pour maladie ou bien pour accident de travail? Est-ce que c'est les femmes? Tout ça, le gestionnaire des ressources humaines doit mettre tout cela dans son tableau de bord, parce que le taux d'absentéisme est un indicateur social. Voilà, c'est un indicateur social qui permet de savoir si ces salariés sont réguliers, assidus au travail. Donc, afin de pousser ici
un peu plus loin l'analyse de l'absentéisme, il est possible de calculer le taux par type d'absence, comme je disais tantôt, mais également par critères liés aux salariés, qualification, ancienneté, âge, etc. Donc, un fort taux d'absentéisme en entreprise va générer une détérioration du climat social, voilà, va évidemment une détérioration du climat social, ok, détérioration du climat social, ça va de soi, et va entraîner un effet néfaste, généralement, et aussi un coût indirect sur l'entreprise. Si les gens s'absentent trop, ça peut faire tache d'huile. Les autres aussi peuvent s'absenter. Si vous ne prenez pas des sanctions contre ceux qui s'absentent, nous autres aussi, on va le faire. Voilà, on va le faire. Et l'un et dans l'autre, ça va entraîner une baisse de la productivité, mais aussi un effet de turnover. Voilà, le turnover sera très élevé. Le turnover, c'est la rotation de l'entreprise ici. Ça aussi, c'est pas bon. Par ailleurs, un mauvais climat social a tendance à générer un plus fort taux d'absence, générant par l'effet boule de neige une détérioration du climat social. D'où l'importance également d'analyser le taux d'absentéisme dans l'entreprise et d'en comprendre ses causes afin de prendre des mesures appropriées. Voilà, parce qu'une chose est de déceler les causes, une autre chose est de trouver des solutions pour colmater les brèches. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, comment réduire l'absentéisme? Très important ici. Comment réduire l'absentéisme? On peut le faire ici par... Voilà. On peut le faire par exemple, s'intéresser aux salariés. Okay. On peut voir le côté psychologique qui entre en ligne de compte. Beaucoup d'entreprises se sentent démunies, pourtant il existe des leviers sur lesquels on peut agir pour faire baisser le taux d'absentéisme dans une entreprise. Il faut s'intéresser aux salariés, ça c'est très important. Donc selon une étude, 80% des salariés aimeraient être contactés par leur entreprise lorsqu'ils sont absents. Ça aussi c'est un fait. Donc quand les salariés ne sont pas là, même si vous savez pourquoi ils ne sont pas là, il faut appeler quand même. Ça c'est important. Ça donne aux salariés qu'il est important et que son absence est ressentie au sein de l'entreprise. Donc prochainement, il fera un effort pour ne pas être absent. Voilà. Ça aussi, c'est banal, mais c'est un effet psychologique majeur sur le comportement de l'entreprise et du salarié. Okay? C'est pourtant l'un des facteurs pour diminuer le taux d'absentéisme, améliorer le côté relationnel entre les cadres et les employés, entre la direction et les salariés. Donc, se sentir considéré, voilà, se sentir considéré par son entreprise est l'un des premiers pas vers un taux de présence plus élevé. Voilà, bien sûr, il ne s'agit pas d'appeler le salarié pour lui mettre la pression supplémentaire, mais plutôt de prendre de ses nouvelles, de commencer à discuter avec lui, discussion qui va se poursuivre à son retour pour comprendre le motif réel de son absence. Mais qu'est-ce qu'on voit généralement? Quand le salarié n'est pas là et que ton patron t'appelle, tout de suite, c'est l'engueulade. Pourquoi tu n'es pas venu? On t'attend, tu fais quoi là-bas? Non, ça c'est pas la meilleure attitude. Pas la meilleure attitude. Il faut causer, il faut comprendre, il faut causer avec lui parce que c'est aussi un responsable. Je ne suis pas sûr qu'un responsable qui gagne son pain là, à l'entreprise, puisse s'absenter sans raison valable quand même. Même s'il y a des raisons de se mettre en colère, mais il faut privilégier la communication, okay? Et évidemment, ça va le pousser à vouloir vite revenir et prendre son poste. Mais quand ça commence par les engueulades, il peut traîner les pas. Il dit, de toute façon, on m'a déjà engueulé, pourquoi me presser? Il peut encore traîner les pas avant de reprendre les services. Or là, c'est pas bon. L'entreprise peut rester handicapée si plusieurs de ses salariés aussi indispensables sont hors de l'entreprise. On peut aussi renforcer
le lien entreprise-salarié. Donc un salarié qui s'absente régulièrement est un salarié qui n'a pas un rapport affectif avec son entreprise. Ça aussi, ça peut se déceler comme ça. Ok? D'où pour les gestionnaires des ressources humaines de privilégier la communication. C'est cela que le gestionnaire des ressources humaines doit être aussi quelque part un psychologue. Ok? Un psychologue, un communicant, il n'y voit pas souvent l'aspect travail-salaire entre lui et puis ses salariés, mais au-delà de ça, c'est des relations affectives, des rapports affectifs qu'il a avec son entreprise, qu'il a avec ses salariés. Tu vas voir que ces derniers-là vont venir se confier à lui pour certains problèmes même d'autres qui n'ont rien à voir avec le travail. Mais ils trouvent en lui, en ce gestionnaire, une oreille attentive aussi à leurs problèmes. Et ça, c'est tout un bénéfice pour ce gestionnaire-là. Voilà, c'est pas celui qui est le bureau au 3e étage et puis les autres sont au sous-sol et se voient que dans le garage ou bien au portail. Non, ça c'est pas le bon gestionnaire. Il est toujours avec ses salariés, il les écoute, il les parle, il communique ensemble. Donc s'il existe un sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, alors il aura plus envie de venir travailler, de participer à l'effort collectif pour le bien de l'entreprise. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. Donc pour développer le lien entreprise-salarié, vous pouvez par exemple faire régulièrement des entretiens personnalisés, et c'est recommandé. Quelles sont les envies des salariés? Que pensez-vous? Pensez à des plans d'évolution, de formation, ont-ils des idées pour développer l'entreprise? Il faut leur donner la parole à ces salariés-là, donnez-leur la parole. Parce que c'est eux qui, au quotidien, font vivre l'entreprise. Ils voient ce qui ne va pas, ce qui va. Peut-être vous êtes du haut, en haut de l'étage, au sommet, vous ne voyez pas tout. Ils sont en bas, ils voient ce qui ne va pas, ce qui peut booster la compétitivité de l'entreprise. Il faut les écouter. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas forcément diplômés qu'ils ne sont pas intelligents. Voilà, c'est ça aussi. Améliorer évidemment leurs conditions de travail, le confort, le bruit, l'ergonomie, les portes, tout ça. Il faut aussi, parce que l'ergonomie, c'est la disposition des bureaux dans la salle. Ok? Il y en a qui sont dans la salle, mais le soleil les frappe, ou bien la chaleur, tout ça, ça ne coûte pas grand-chose, mais il faut le faire pour le confort des salariés. Ça prouve que l'employeur les écoute, l'employeur est à leurs petits soins. C'est les détails qui comptent. Proposer une sortie une fois qui demande une cohésion et un dépassement de soi une fois par an pour renforcer l'esprit d'équipe. Voilà, les petites sorties, ça ne demande pas un gros budget. Si vous avez déjà l'entreprise un quart, vous pouvez aller, voilà, un week-end sortir un peu à la Bassa ou bien à autre chose. Et puis ça renforce les liens. Voilà. Et compenser les salariés qui n'ont eu aucune absence dans l'année, ça aussi, ça peut être une compétition saine. Proposer le télétravail quand cela est possible. Voilà, certaines absences sont en effet liées à des soucis familiaux, donc il faut permettre souvent à ces personnes-là d'exécuter le télétravail. Pourquoi pas proposer le télétravail même? Voilà, ça peut arriver aussi, parce que de nos jours, ça y est en vogue même. Il faut aussi proposer, renforcer la flexibilité des horaires. Cela éviterait le stress. Ok, il y en a qui... Voilà, donc il faut harmoniser parce que il peut arriver que dans l'année, il y a des périodes un peu creuses. Il n'y a pas assez de travail. Donc, vous pouvez être flexible sur les heures. Vous devez venir à 8 h, vous venez à 9 h pendant ces 2 semaines-là parce qu'il n'y a pas assez de boulot. Ça aussi, ça aide. Vous devez descendre un peu plus tôt parce qu'il n'y a pas assez de boulot. Ça aussi, ça aide. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. On ne peut pas attendre jusqu'à 17 h descendre parce que non, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Ça va à la maison. Au contraire même, on regagne tôt notre domicile, donc on va dormir tôt et on va revenir aussi tôt au travail aussi, s'il n'y a rien à faire aussi. Donc, l'un met dans l'autre la flexibilité et les uns, les autres aussi vont retrouver les enfants qui n'ont pas l'habitude de voir aussi.
Donc psychologiquement, voilà, ça libère le salarié et il se sent concerné par ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, on peut aussi rendre le salarié heureux de venir travailler. C'est la conséquence aussi qui est là. Quand on est flexible dans les horaires de travail. On peut également je le prends ici, on va mettre un niveau. Les indicateurs de mesure d'absence. C'est un exemple. Hein. Voilà, c'est pas que c'est pas tout, c'est un exemple. J'ai pris un taux d'absentéisme par type. Ok, un taux d'absentéisme par type de motif. J'ai pris des données. Ok, donc pour les coûts de maladie, dans le jour d'absence dans l'année, 300 jours. Ok, les accidents de travail, 400 jours. Pour les maternités, 382 jours. Les événements familiaux, 159,58. Autres motifs, 345. Donc ici, ça donne des pourcentages en taux. Hein. Voilà, si on prend le schéma suivant, vous allez voir que bon, ici, le schéma n'apparaît pas. Bon, malheureusement, le schéma n'apparaît pas. Peut-être que c'est le schéma n'apparaît pas, c'est pas grave. Moi, le schéma apparaît seulement ici. Ok? Il apparaît C'est vous? Voilà, maladie courante, accident de travail. 19%. Voilà, 19%. Travail. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. On peut le faire sous forme de pourcentage. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, évidemment, nous sommes en entreprise, les demandes d'autorisation doivent être ordonnées. Ça c'est clair. Parce qu'une demande d'autorisation d'absence n'est pas une autorisation d'absence. Parce qu'il y a des gens qui déposent les fiches de demande d'absence et puis ils s'en vont. Non, tu as l'autorisation d'absence et tu as la demande d'absence. Donc quand tu déposes ta demande d'autorisation, il faut attendre l'autorisation de t'absenter avant de partir. Ça aussi, présentation, oh, ça n'apparaît pas ici, je ne comprends pas. Apparaît chez toi? La demande d'autorisation d'absence? Oui. Oui. Appelle-moi à 20h. Ok? Ça apparaît chez toi? Hein? C'est le schéma, non? Oui, le tableau là. Oui. Ah d'accord, ok. Ok, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ici ça n'apparaît pas. Ici ça n'apparaît pas, je comprends pas. D'accord, ok. Peut-être c'est le format de... Bien. Donc ici, nous avons l'autorisation d'absence, qui est un document écrit réalisé par l'employeur. Sinon, on va revenir sur la demande d'absence. La demande d'absence, lorsque le salarié manifeste le besoin de s'absenter de son poste de travail, il doit le faire savoir par écrit à son employeur. Évidemment, l'écrit laisse des traces. L'employeur, après analyse de la demande de celui-ci, accordera ou non la permission au demandeur. Peut-être accepté, il faudra que le motif, pour être accepté, il faudra que le motif soit explicité, que le motif soit probant. Évidemment, si le motif est probant, le salarié pourra obtenir l'autorisation de l'absence. Bien, vous voyez l'espace vide, c'est un schéma qui est là, c'est un exemplaire d'autorisation d'absence. Malheureusement, ça n'apparaît pas sur l'espace vide, bon, je ne comprends pas. Ensuite, nous avons cette autorisation d'absence. Donc, l'autorisation d'absence résulte de la demande d'absence. Donc, ici, c'est un document écrit, réalisé par l'employeur, qui autorise l'employé à s'absenter de son poste de travail pour un problème le concernant et qui bénéficie de sa rémunération. Là, puisque cette autorisation-là, cette absence-là est autorisée, donc il n'y a pas de conséquences majeures. Donc cette autorisation est la réponse à une demande de permission
ou d'absence formulée préalablement par le demandeur et adressée à son employeur ou à son supérieur hiérarchique. Là aussi, il y a un exemple, malheureusement ça n'apparaît pas sur le schéma, mais c'est pas grave, dans le support final, j'espère que vous allez l'avoir. Je sais que vous l'avez, peut-être que c'est la version que nous utilisons qui ne fait pas apparaître cela. Ok? Bien. Ensuite, nous avons certains documents encore, que le certificat médical d'arrêt de travail. Tout ça, c'est important pour le gestionnaire des ressources humaines. Il doit avoir tous ces documents-là. C'est un document délivré par le médecin qui donne des jours d'incapacité à un travailleur pour des maladies. Il y a l'attestation de congé, l'attestation de mise en congé de maternité aussi qui est délivrée par la femme, ok, à partir du certificat de grossesse et de l'arrêt de travail établi par un médecin. Donc, cette attestation de mise en congé de maternité doit être déposée aussi à la CNPS, voilà, qui doit prendre ça en compte, pouvoir chaque mois lui verser son salaire. Dans l'agence sociale va produire une attestation de mise en congé dont la durée est indiquée à celle de l'arrêt. Ainsi un peu quelques documents que le salarié, que le gestionnaire doit avoir en sa possession et les mettre aussi tous ces documents-là dans le dossier de son employé. Voilà. On a le certificat médical de constatation pour les AT, ATVD, accident de travail, et MP, maladie professionnelle. Autre fait encore dans la gestion du personnel, on a le turnover, c'est-à-dire les rotations. Des mouvements, ok, au sein de l'effectif peuvent influencer la bonne marche de l'effectif aussi. Donc, ces mouvements-là, c'est les embauches, les départs, modifient le volume et la composition de l'effectif inscrit. Donc, généralement, on dit quand le taux de turnover est élevé, c'est-à-dire quand il y a trop de mouvements de l'entreprise, c'est pas bon. Mouvement en termes de départ, quels que soient les départs, les licenciements, les démissions, etc. Évidemment, les embauches, les recrutements, il faut que le gestionnaire des ressources humaines sache limiter ces mouvements-là. Parce que s'il y a trop de mouvements, cela perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise. Donc, le suivi de ces effectifs conduit à évaluer la stabilité et la mobilité du personnel, ainsi que l'évolution du volume d'emploi proposé par l'entreprise. Le mouvement du personnel s'entend l'engagement de nouveaux effectifs lors d'une période donnée, ça arrive, soit pour remplacer les employés congédiés ou licenciés, soit pour remplacer les départs définitifs, c'est-à-dire ceux qui quittent l'organisation volontairement, les démissionnaires ou involontairement les retraités, soit pour combler aussi les nouveaux postes créés. Parce que quand on crée un poste, il faut le pouvoir en potentiel humain. Donc ici, il faut exclure du taux de mouvement du personnel les mises à pied temporaires, puisque les employés mis à pied réintégreront dès que possible l'organisation, donc ils ne sont pas concernés par le turnover. Ils ne sont pas aussi en rupture définitive d'emploi avec leur employeur. Il faut également exclure du taux, le taux de mouvement du personnel, la mobilité des employés tels que les promotions, les rotations de postes à l'intérieur d'une même organisation. Donc ça veut dire que le turnover doit être fait avec beaucoup de munitions. Voilà, avec beaucoup de munitions, parce qu'un taux de turnover trop élevé a des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc le turnover ou rotation désigne ici dans une entreprise le renouvellement des effectifs suite à des recrutements ou à des départs de personnel. Il constitue un indicateur précieux, oui, un indicateur très précieux, qui peut traduire assez facilement l'ambiance au travail au sein de l'entreprise. Le turnover aussi mesure les mouvements du personnel sur une période donnée. Oui, ça peut être sur un mois. Le gestionnaire des ressources humaines peut prendre en considération le turnover du mois pour voir si pendant cette période-là,
l'entreprise a trop recruté ou bien il y a eu trop de départs, à lui de savoir les causes à travers son tableau de bord et trouver aussi des solutions. Parce que quand l'effectif n'est pas trop stable, qu'est-ce qu'on constate? L'entreprise est en perpétuel recommencement. Vous recrutez des gens, lorsqu'ils commencent à être performants, à connaître les rouillages et le fonctionnement de l'entreprise, ils s'en vont. De nouvelles personnes viennent, ils vont aussi s'adapter, ils s'en vont. L'entreprise va faire du surface, ne va pas trop prospérer. Raison pour laquelle des gens qui sont en entreprise pendant 10-15 ans sont intéressants en termes d'expérience qu'ils peuvent donner aux nouvelles personnes, en termes d'expérience, mais aussi en termes de connaissance de l'environnement du travail. Voilà. Voici comment on pourrait juguler, sinon parler du turnover. Maintenant, comment calculer ce taux? Évidemment, c'est un taux aussi qui est important. Le taux de rotation se calcule et ça va être, ok, ça va être une donnée précieuse pour les ressources humaines. Oui, monsieur Diarra? Oui, alors, monsieur. Oui. En ce qui concerne les débats, Oui. les débats de l'entreprise, si on constate qu'il y a le taux de démission est très élevé par rapport au taux de licenciement, par exemple, Oui. ou bien au taux de départ à la retraite. En tout cas, quelle que soit la nature du débat, Oui. si le taux de démission est très élevé par rapport aux autres débats, Oui. est-ce que cela honore l'image de l'entreprise? Si le nombre de départs est élevé, évidemment. Parce que la démission, en fait, spécifiquement la démission. Oui, maintenant, évidemment, démissionner, comme elle le dit, résulte de la volonté du salarié. Maintenant, si le taux de démission est vraiment élevé par rapport aux autres taux, cela peut interroger aussi les responsables de l'entreprise, mais aussi en termes d'image, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que quand ils s'en vont, quand les salariés s'en vont, arrivés de l'autre côté, ils parlent. Ok? Ils parlent. Pourquoi ils démissionnent? L'autre aussi va dire pourquoi il démissionne. Du coup, vous n'allez pas attirer vers vous les bons salariés, les meilleurs salariés. Est-ce que vous voyez? Vous allez attirer vers vous des salariés par défaut. Des gens aussi qui vont venir juste pour chercher l'expérience et puis aller monnayer l'expérience ailleurs aussi. Ok? Donc, évidemment, la démission, et puis ça coûte en argent aussi. Quand quelqu'un démissionne, il y a ses droits aussi qu'il faut calculer pour lui donner. Donc, ce n'est pas intéressant. Comme je disais tantôt, quand il y a trop de départs dans l'entreprise, cela perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Et puis, quand il s'en va, vous ne trouvez pas tout de suite quelqu'un pour le remplacer. Ça arrive, hein? Ça arrive, c'est pas évident. Si vous trouvez quelqu'un tout de suite pour le remplacer, tant mieux. Mais souvent, ça peut prendre un mois en train de chercher l'appel rare, un guillemets, qui va venir remplacer celui-là même qui a 15 ans, 20 ans d'expérience dans ton entreprise. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, il faut communiquer avec les salariés, voir qu'est-ce qui ne va pas, chercher les causes de ces départs volontaires massifs et trouver des solutions avec la direction, avec les salariés eux-mêmes. Voilà.